d'être ici pour présenter les activités de la chaire. Donc, je m'appelle Ida Labiote. Donc, je suis professeure à Télécom Paris Tech. Et je mène mes activités de recherche dans le cadre du groupe de l'équipe CCN, donc Cyber Security of Communication Networking, dans le département INFRES. Télécom Paris Tech, c'est une grande école de télécom parisienne qui est assez connue dans le domaine des télécommunications. Donc, avant de commencer de donner les grands axes de recherche sur lesquels travaille la chaire, je voudrais un peu situer la problématique actuelle du véhicule connecté et des systèmes de transport intelligents. Donc, il y a des termes très importants qui ont fait changer complètement le monde de l'automobile, c'est à savoir la connectivité, la coopération et l'automatisation. Donc, on voit bien que le véhicule est devenu quelque chose de très intelligent et il va devenir de plus en plus intelligent. Et cette intelligence-là, elle a beaucoup de répercussions sur les communications, sur la cybersécurité, sur les services, etc. Dans le contexte français, il y a des lois et des choses qui se passent au niveau national. Donc, par exemple, la loi qu'on appelle la loi d'orientation des mobilités, qui a été validée ou diffusée en 2018. Cette loi, elle met en exergue 4 grands axes principaux. Le premier axe, c'est pouvoir apporter des solutions pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle. Donc, il y aura du covoiturage, il y aura des choses qu'on fera en coopération, etc. L'axe 2, c'est pour accélérer le développement des nouvelles solutions de mobilité. Et dans ces nouvelles solutions de mobilité, on trouve bien la place du véhicule connecté, du véhicule autonome. L'axe 3, réussir la transition écologique, parce que l'objectif aussi, un des objectifs majeurs de la Commission européenne et de l'Europe, c'est de diminuer tout ce qui est en termes de pollution sur les routes, parce qu'on sait actuellement que c'est la voiture qui est l'élément qui pollue le plus. Et donc, les voitures connectées à travers les systèmes de transport intelligents, qu'on appelle les systèmes de transport intelligents coopératifs, il y a énormément d'études qui ont été faites et qui ont démontré que la communication et la coopération au sein de ces systèmes intelligents coopératifs permettent de diminuer la pollution et de manière assez significative. Et l'axe 4, construire une programmation des infrastructures au service des transports quotidiens. Et plus récemment, durant ce mois-ci, au début de ce mois-ci, la ministre du Transport, elle a fait une annonce concernant le plan de stratégie de développement du véhicule autonome. Donc on rentre maintenant dans une vraie phase de déploiement, d'expérimentation à grande échelle pour pouvoir décider de l'avenir, de l'arrivée de ces véhicules autonomes et de l'automatisation au sein de nos véhicules. Donc, les déploiements à grande échelle, parce qu'on travaille sur le véhicule connecté depuis déjà pas mal de temps, presque une quinzaine d'années. Donc maintenant, il faut arriver à déployer ces voitures. Il y a certains pays où, même en France, il y a des expérimentations à grande échelle, il y a des véhicules qui arrivent avec beaucoup de services qui sont innovants en termes de communication, etc. Mais la Commission européenne, elle avait défini une roadmap en 2016, surtout pour le plan de la connectivité du véhicule connecté, avec une date butoir qui était l'année 2019, avec l'arrivée du réel déploiement de ces véhicules connectés. On a quelques retards par rapport à cette date-là, mais on va tenir les délais, parce qu'il y a eu pas mal de verrous scientifiques et techniques liés notamment à la cybersécurité qui ont fait qu'il y a eu un petit peu de retard. Mais je voudrais citer principalement 3 grands projets dans lesquels la France elle est fortement impliquée à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Donc un des projets les plus importants sur un projet pilote de déploiement de ces systèmes ITS coopératifs, c'est le projet SCOOP, dont le chef de file, c'est le ministère des Transports. Et il y a aussi le projet Intercore. Le projet Intercore, c'est un projet qui a réuni la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique pour pouvoir tester l'interopérabilité de ces services dans plusieurs pays européens. Et enfin, le dernier projet, c'est Roads, qui est quelque chose de très important au niveau européen, parce que c'est un projet qui va permettre à la Commission européenne de légiférer tous les textes de réglementation pour pouvoir lancer le déploiement effectif et réel. C'est ce qui, toutes les discussions, par exemple, sur le volet de réglementation dans le cadre de l'acte délégué, actuellement, les inputs viennent de ces
projets-là, principalement de ces projets-là. Et actuellement, c'est C-Roads, avec la C-Roads Platform, qui va avoir un impact très important à l'échelle européenne pour les prochaines années. Donc je voulais juste situer pour qu'on puisse avoir un peu une idée que c'est un domaine qui bouge beaucoup, mais maintenant on parle du déploiement. Ça y est, on a le déploiement, on a les services qui arrivent, etc. Donc on passe à une phase qui est importante. Alors pour situer les problématiques de la cybersécurité pour le véhicule connecté, donc je vous ai mis un petit schéma que j'aime beaucoup parce qu'il est assez pédagogique, où on voit le véhicule connecté comme étant un objet connecté. Un objet connecté qui est connecté à un réseau véhiculaire hybride maillé de grande échelle. Donc, pourquoi hybride? Hybride, c'est parce que le véhicule qui est là, il est dans un véhicule, dans un réseau qu'on appelle le réseau VANET, Vehicular Network, où le véhicule peut communiquer avec les autres véhicules qui se trouvent dans sa zone de couverture radio. Ce véhicule-là, aussi, il peut communiquer avec d'autres entités qui sont éparpillées sur la route, etc. Par exemple, les RSU, les unités bord de route, qui appartiennent aux infrastructures, au réseau des opérateurs routiers. Il peut aussi communiquer, le véhicule, il peut aussi communiquer avec des serveurs qui se trouvent dans l'Internet, le cloud, etc. Et il faut se dire que comment le véhicule est arrivé à être un objet intelligent. Et grâce à quoi? Grâce à plein de communications sans fil, plein de moyens de communication sans fil, et c'est surtout ces interfaces de communication sans fil qui rendent ce véhicule de plus en plus intelligent. Donc on est passé d'une communication sans fil en utilisant une technologie qui ressemble à celle du Wi-Fi, qu'on appelle d'ailleurs le Wi-Fi véhiculaire, le standard 3.2.1 en Europe on l'appelle ITS-G5, à des technologies de communication cellulaire, par exemple la 3G, la 4G, maintenant on parle de la 5G, etc. Et ça va continuer à évoluer. Les interfaces de communication sans fil évolueront. La voiture connectée, si on a une richesse de créativité pour pouvoir offrir des services basés sur ces nouvelles technologies qui arrivent, eh bien, le véhicule arrivera à embarquer ces nouvelles interfaces de communication sans fil. Donc c'est quelque chose qui va être de manière incrémentale, on va améliorer et rendre ce véhicule de plus en plus intelligent. Les types de communication, on dit qu'on est dans le cadre de communication qu'on appelle les communications V2X. Donc on a les communications véhicule à véhicule, ce qu'on appelle le V2V, on a les communications entre le véhicule et l'infrastructure, ce qu'on appelle véhicule to infrastructure, on a aussi les communications de l'infrastructure vers le véhicule, et on a les communications du véhicule vers les réseaux et vers les serveurs. La complexité de ce que je vous montre sur ce schéma est une complexité importante parce que dans cet écosystème où le véhicule connecté est un objet connecté, il est connecté à plusieurs acteurs. Et donc, il y a de l'interopérabilité, l'interfonctionnement entre les différents systèmes et les différents acteurs. D'où la problématique de gouvernance, la problématique de cybersécurité, de confiance, etc. Et on est dans un réseau qui est quand même à grande échelle aussi. Donc il y a des problèmes de disponibilité, d'assurer que le service peut être continu, pérenne, etc. Voilà. Donc, à la fin, c'est bien beau d'avoir la technologie, mais qu'est-ce qu'on offre aux utilisateurs? On leur offre des services. Donc les services ont été standardisés au niveau de l'EFSI. On parle principalement du Day One. C'est ce qui sortira dans les premiers véhicules qui seront sur les routes. Ces services-là sont principalement pour la sécurité routière, mais on parle d'ores et déjà de la release de l'ETI pour les services Day 2. Les services Day 2, c'est pour des services un peu plus évolués, comme le véhicule autonome, comme la communication avec les piétons, ce qu'on appelle les usagers vulnérables. Donc, la question principale, comment sécuriser le véhicule connecté? Comme je vous l'ai montré sur le stade précédent, donc la communication et la connectivité, c'est un élément important, nouveau, rajouté à ce véhicule. D'accord? Donc si on parle de sécurité, on ne peut pas ne pas parler de la sécurisation des communications V2X. Et il y a d'autres aspects aussi qui sont liés à la sécurité. Mais moi, principalement, je mets l'accent sur la sécurisation des communications V2X. Donc ce véhicule-là, avec tous les capteurs qu'il y a à l'intérieur et le nombre de capteurs qu'il est important,
Ces capteurs-là, c'est surtout pour améliorer la perception du véhicule pour pouvoir faire ses fonctions automatisées ou non automatisées. Et ce véhicule-là, on peut le voir comme étant un réseau. Un réseau à l'intérieur, embarqué dans le véhicule, c'est un réseau de communication qui relie les différents calculateurs. Par contre, les calculateurs, ils ont des contraintes de sûreté, de fonctionnement. Et il y a d'autres éléments, comme l'OBU par exemple, qui est un élément connecté pour la communication. Donc, la connectivité que j'ai montrée, elle augmente les surfaces d'attaque. D'accord? Puisque les chemins d'attaque vont se diversifier, liés, associés aux différents moyens de communication. Il y a les communications à l'intérieur du véhicule et il y a les communications à l'extérieur du véhicule. Donc les surfaces d'attaque, elles vont augmenter, elles vont exploser. Et là, je vous montre un petit schéma, mais je ne vous dis pas il provient de quel partenaire dans la chair, où on voit bien qu'il y a une explosion des chemins d'attaque. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui a quand même effrayé les constructeurs automobiles, et c'est quelque chose de nouveau, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de chemins d'attaque, parce qu'auparavant, le véhicule, c'était quelque chose, une boîte noire fermée, qui respectait les standards de sûreté de fonctionnement. Et aussi, les services augmentent les surfaces d'attaque. Et c'est là où les choses se compliquent, parce que les services, ils ne cesseront d'évoluer. Donc, les services évolueront, les chemins d'attaque évolueront, les surfaces d'attaque évolueront. Donc, on est dans des situations où il faudrait qu'on arrive à surveiller notre véhicule connecté et pouvoir maîtriser à travers nos processus qui permettent de surveiller et de mettre des solutions de cybersécurité pour protéger ce véhicule connecté. Ce qui est sûr, c'est que la cybersécurité pour le véhicule connecté, elle ne concerne pas uniquement le véhicule connecté, elle concerne tout l'écosystème dans lequel le véhicule connecté il va vivre et il va assurer la possibilité d'avoir des services. Donc, il faut réfléchir à la cybersécurité à l'échelle globale de l'écosystème. Et moi, personnellement, comme je suis académique et je fais de la recherche, j'aime bien les approches cross-layer. Donc, c'est une approche multicouche et il faudra définir tous les mécanismes de cybersécurité au niveau des différentes couches. Un deuxième aspect important, c'est la standardisation et l'interopérabilité. Notre véhicule, c'est comme nos téléphones smartphones. On est bien tranquille quand on utilise notre téléphone smartphone partout dans le monde. Le véhicule connecté, c'est la même chose. C'est un objet connecté, il peut se déplacer n'importe où. Et donc, il faudrait qu'on arrive à assurer une harmonisation des standards à l'échelle, commençons par l'échelle européenne, où il y a un travail très important qui est en train d'être fait, mais après, il faudra penser qu'il y aura une harmonisation à l'échelle mondiale. Ça, c'est clair que ça va arriver petit à petit. Et enfin, j'arrive à ma chaire. Voilà. Donc, la chaire de cybersécurité pour le véhicule connecté. Donc, le contexte de la chaire. Qu'est-ce qu'on s'est dit quand on a démarré les réflexions pour définir les axes de recherche? On s'est dit, le véhicule connecté est doté de plusieurs interfaces de communication sans fil. Donc, ces interfaces sont vulnérables aux attaques cybersécurité. D'un autre côté, on a les faiblesses et les failles qui sont dues à l'augmentation forte de la complexité des systèmes et des logiciels embarqués à l'intérieur, puisque le véhicule devient très intelligent. Donc, les cyberattaques, ils vont cibler aussi bien le véhicule, le système embarqué du véhicule, et ils peuvent cibler aussi le système débarqué, puisque les attaques peuvent arriver de l'extérieur. Donc, vous savez très bien, je pense que vous êtes au courant de la fameuse attaque sur la chip Cherokee, voilà. Et donc, il y a énormément d'informations maintenant que vous pouvez trouver sur le net en tapant directement attaque cybersécurité véhicule connecté et vous trouverez énormément de choses. Donc, notre chaire, la chaire C3S, a démarré en octobre 2017. C'est la 12e chaire de Télécom Paris-Tech, mais elle a une spécificité, c'était la première chaire au niveau de l'école qui était multi-partenaire. Donc, on a comme partenaire Renault, Valeo, Nokia, Weston et Thales. Cette chaire, elle est portée par deux enseignants-chercheurs, moi-même et mon collègue Guillaume Duc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fédéré autour des thématiques de la chaire 18 enseignants-chercheurs de Télécom Paris-Tech. Tellement le sujet, il intéresse beaucoup de départements chez nous. Donc, on a fédéré 3 départements, le département informatique et réseau, le département communication électronique et un département sur les aspects économiques et sociaux, donc le département SES.
Et on revient sur ce slide, les 5 axes. Donc on a le premier axe sur l'analyse de risque et sûreté de fonctionnement, un deuxième axe sur la protection des données et la protection des flux temps réel. Je donnerai un peu plus de détails après. L'axe 3 sur l'authentification et la gestion des identités numériques. L'axe 4 sur la résilience by design et l'axe 5 sur la confiance des données personnelles. Pour l'axe 1, l'analyse sur l'analyse de risque et sûreté de fonctionnement, notre but, c'est d'analyser et formaliser le risque de cyberattaque, aussi bien sur le véhicule que sur l'infrastructure, et d'étudier de nouvelles méthodes d'analyse de risque, parce que les méthodes d'analyse de risque qui existent actuellement ne sont pas adaptées au contexte du véhicule, par exemple, EDIOS, etc. Parce qu'on arrive dans un contexte où il faut jumeler la cybersécurité qui provient des mondes des communications qu'on connaît, avec les attaques et les fautes qui viennent du monde de la sûreté de fonctionnement. Donc il y a la sûreté de fonctionnement avec la cybersécurité. Mais il nous faut des méthodes d'analyse de risque qui permettent de faire le lien entre les deux, dans une seule méthode d'analyse de risque. Madame Labio, excusez-moi, je vais être obligée de vous interrompre. Le timing est terminé. D'accord, une minute. Je vous laisse justement, j'ai proposé une minute pour conclure. Excusez-moi. D'accord, ok, très bien. Alors, le deuxième axe, c'est sur la protection et les chiffrements. Je peux donner des réponses un peu plus tard parce que c'est quelque chose d'assez important, et dans lequel il y a 2 thèses. L'axe 1, il y a 4 thèses qui ont démarré. Pour l'axe 3 sur la gestion et l'authentification, nous avons une thèse et un postdoc. Pour la résilience by design, nous avons défini 3 sujets de thèse. Et enfin, sur l'axe 5 sur la confiance et les données personnelles, donc nous avons défini un sujet de postdoc. Et les travaux qui se font au niveau de la chaire sont en partenariat étroit avec une autre chaire à l'école sur les valeurs et les politiques des informations personnelles. Voilà. C'était très intéressant, je suis vraiment désolée de vous avoir coupé. Pour ceux qui voudraient échanger avec Madame Labio, si vous le souhaitez, ça sera possible effectivement d'échanger après la conférence. Il y aura un temps de questions pour ceux qui voudront rebondir sur l'intervention ou aller plus loin. Donc on va avoir l'intervention de M. Dehaene et juste après, on a consacré 15 minutes pour un temps de questions-réponses. Donc on a du temps. Je vous laisse M. Dehaene, pareil, 15 minutes. Je fais ma paneuse, vous me regardez hein. Je sais pas si je peux. J'ai déjà présenté pendant que vous donc je suis Jean-Philippe Dehaene, je suis président de Vector France, qui fait partie du groupe Vector, alors que vous ne connaissez sans doute pas si vous n'êtes pas dans l'électronique automobile. C'est un groupe pourtant qui a 30 ans d'existence, 2600 personnes dans le monde entier, mais qui est un groupe surtout allemand. En Allemagne, il y a 1500 personnes qui développent des solutions pour faciliter le développement de l'électronique automobile. Donc on est vraiment les partenaires depuis ces 30 ans, les partenaires des constructeurs et des équipements automobiles pour tout le développement de leur électronique. On leur fournit des outils qui aident notamment au test, à la mise au point de leur développement électronique, et puis également du logiciel embarqué, le système d'exploitation qui se retrouve dans énormément de calculateurs dans ces voitures. Alors, que dire après votre présentation qui était très riche et très complète? Je vais juste peut-être donner la vue plus industrielle de ce qui se passe chez les constructeurs, chez les équipementiers dans ce domaine. C'est vrai que c'est nouveau. Il y a 10 ans, ce n'était pas un sujet. On faisait des voitures, il fallait qu'elles marchent. Déjà, c'était électronique. Et il n'y a peut-être que les personnes qui s'occupaient du contrôle moteur, les antidémarrages, et puis des ouvrants, qui étaient peut-être un peu plus sensibilisés à la cybersécurité, mais sinon c'était open bar. Si vous saviez vous brancher sur les réseaux de la voiture, vous voyez tout en clair. Et vous pouviez agir sur le véhicule. Il faut dire aussi qu'il fallait du coup être technique, comme on a dit, il y a le fameux BusCAD, qui est ce standard de communication dans les voitures depuis des années. Il fallait les maîtriser pour pouvoir intervenir. Alors qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, et avec le véhicule autonome, avec le véhicule connecté, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes et qui rendent plus facile, plus accessible l'attaque d'une voiture, d'autant plus qu'avec cette évolution des architectures et des technologies pour développer cette électronique automobile, on met en œuvre des technologies comme l'Ethernet,
alors qui certes est Ethernet automobile, mais le socle c'est Ethernet, et donc on va pouvoir, c'est beaucoup plus accessible à tous les hackers du monde entier qui font ça en permanence sur leur système informatique. En embarqué, ils retrouvent la même chose. De même, au niveau système d'exploitation, maintenant on passe à des operating systems beaucoup moins propriétaires, donc type Linux par exemple, et donc qui peuvent présenter des failles bien connues, et donc qui vont pouvoir leur servir de vecteur d'attaque. Le véhicule autonome, et ça a été un des sujets qui est arrivé dans notre domaine de l'électronique automobile avant la cybersécurité, déjà, il doit assurer de manière sûre son fonctionnement. Donc il ne s'agit pas que tout d'un coup, la voiture parte dans le décor de manière inadvertante. Et donc l'ISO 26262, c'est un standard qui a défini des règles de conception et de vérification à appliquer lors des développements pour garantir qu'on fait un véhicule sûr de fonctionnement, même en cas de défaillance de certains organes, etc. Donc il y a différents degrés de sûreté de fonctionnement. Jusqu'à présent, ce qu'on a couvert dans l'automobile, c'est ce qu'on appelle le fail-safe. En cas de défaillance, on arrête la voiture, et voilà. Maintenant, avec le véhicule autonome, si la voiture est en mode autonome, je ne sais pas, sur une autoroute, avec des virages, et que le conducteur, on lui a donné le droit, parce qu'on est au niveau 4 de l'autonomie, comme on dit, on lui a donné le droit non seulement de lâcher le volant, mais de lire son journal, il ne va pas réagir en quelques secondes. Il faut assurer le fonctionnement pendant au moins 30 secondes en cas de défaillance et ranger calmement le véhicule sur la pompe d'arrêt d'urgence pour ne pas aussi faire des suraccidents avec les autres usagers. Donc on arrive maintenant vers un besoin de fail opérationnel qui est une dimension qui jusqu'à présent n'était que dans l'aéronautique. Par exemple, là on ne peut pas arrêter un avion en vol et dire je ne peux plus faire. Donc voilà, ça devient plus compliqué pour l'électronique automobile aussi, et on atteint des niveaux de sûreté de fonctionnement beaucoup plus élevés. Mais la sûreté de fonctionnement, c'est bien, mais si un hacker peut, par un vecteur ou un autre, altérer ce qu'on a défini, la sûreté de fonctionnement n'est pas garantie non plus. Donc il y a ce slogan un peu, pas de sûreté de fonctionnement sans sécurité. En français, tout est sécurité, mais vous voyez de laquelle on parle dans un cas ou dans l'autre. Donc la cybersécurité, c'est devenu le second thème après la sûreté de fonctionnement auquel l'industrie automobile s'est attaquée après avoir vraiment bien maturé en un temps assez record. Il a fallu quelques années pour que beaucoup d'acteurs apprennent la sûreté de fonctionnement, et maintenant l'industrie automobile fait le même chemin avec la cybersécurité. Et c'est pas, comme ça a été évoqué, c'est pas une légende, il se passe des choses, il suffit de faire car-hacking sur Google et regarder les images, on trouve l'équipe Charity, bien sûr, c'est un des exemples célèbres, il y en a eu d'autres. Donc c'est réel, au moins au niveau universitaire, ils s'amusent et ils prouvent qu'ils savent le faire, mais si, entre guillemets, des méchants veulent faire pareil et faire chanter les constructeurs, ça va sûrement faire très mal. Parce que les voitures sont produites en très grand nombre, et en plus, maintenant qu'elles sont autonomes, elles n'ont plus seulement une direction assistée, elles ont une direction active, elles ont un freinage actif, donc il y a vraiment des organes qui jouent sur la trajectoire du véhicule. Donc si on réussit à pénétrer le système et à agir sur ces organes, on peut vraiment mettre la voiture dans le décor. On a beaucoup de menaces possibles, je vais passer, et donc c'est vraiment une méthodologie globale qu'il faut déployer pour traiter aussi bien ce qu'on sait faire maintenant, je dirais de manière courante dans l'automobile, la sûreté de fonctionnement, notamment l'ISO 26262, et qui est en train d'être révisé pour être amélioré avec une deuxième version, et ce qu'on appelle le SOTIF, c'est-à-dire non seulement assurer un fonctionnement en cas de défaillance, mais en fait assurer simplement que la fonction remplit. La voiture remplit bien sa fonction, qu'un freinage automatique d'urgence ne va pas se déclencher de manière inadvertante parce qu'un maire aura eu l'idée de peindre un enfant sur un passage piéton, par exemple. Donc la sûreté de fonctionnement continue d'être améliorée, mais la cybersécurité s'est ajoutée à ça avec des débuts de standardisation, et notamment un standard ISO. Alors, je n'ai pas mis le numéro, je suis désolé, j'ai compris des vieilles slides, mais c'est ISO 21. J'ai révisé le sujet 21434 pour ceux qui sont intéressés par les standards. Donc voilà, c'est des sujets qui continuent à être encore en développement, mais il y a vraiment eu cette prise de conscience de fait maintenant dans l'industrie automobile depuis 5 ans. Et donc on va commencer à déployer des mécanismes de sécurité un peu partout dans l'architecture. Alors je précise que cette architecture elle est déjà obsolète parce que l'arrivée du véhicule autonome
nécessitent des puissances de calcul bien supérieures, et donc tous les constructeurs sont en train de reconcevoir leurs architectures électroniques. Mais néanmoins, les principes de sécurité qui sont décrits là sont valables. Donc on va introduire des communications sécurisées, alors pas forcément cryptées, mais au moins signées, donc authentifiées. On va introduire des systèmes de détection d'intrusion ou de firewall pour pouvoir s'apercevoir qu'on est des tentatives de hack. Donc différents mécanismes sont en cours de définition, ou sont définis aujourd'hui par certains constructeurs de manière propriétaire, mais la standardisation continue dans l'automobile. C'est un monde où à la fois le volume individuel produit par chaque véhicule justifie, enfin donne les moyens aux constructeurs de développer des solutions propriétaires, et puis à la fois à un moment donné, c'est pas la peine que chacun ait sa propre solution, qui n'est peut-être pas toujours optimum, et les gens se mettent ensemble et développent des solutions en commun. Dans le domaine des architectures et des logiciels automobiles, il y a eu le standard AUTOSAR depuis 15 ans maintenant, et qui continue à s'enrichir notamment avec des mécanismes de cybersécurité. Alors pour nous qui sommes éditeurs logiciels, d'une part, on développe des briques de logiciels embarqués qui implémentent ces fonctionnalités-là, et on les fournit aux constructeurs et aux équipes. Mais on est aussi fournisseur d'outils de moyens de test, de moyens de mise au point, et là ça nous pose un sacré challenge, l'introduction de ces mécanismes de sécurité. Donc, premier challenge, c'est déjà qu'il va falloir les tester. C'est bien d'introduire des nouvelles fonctionnalités de cybersécurité, encore faut-il être sûr qu'elles marchent. Et donc il faut les tester, notamment donc on travaille sur fuzz testing, donc envoyer des séquences aléatoires, mais aléatoires intelligentes, qui s'appuient sur une connaissance des protocoles, une connaissance de la configuration des calculateurs. Donc c'est du test d'intrusion SOLI boîte grise, on va dire boîte grise, boîte blanche, pour essayer de voir si nos développements sont bien robustes. Donc nous, on enrichit nos outils de test avec ces fonctionnalités-là. Et puis on a une équipe qui fait un peu de consulting et qui va plus loin en faisant du penetration testing. Mais le plus gros challenge en fait qui nous est posé, c'est de faire que nos outils fonctionnent toujours. Parce que comme je l'ai dit au tout début, avant la voiture, il n'y avait aucun mécanisme de protection qui était prévu. Donc si on voulait enregistrer les communications sur un bus et puis les rejouer, ça ne posait aucun problème. Là, avec les mécanismes d'authentification et puis de compteurs anti-rejeu, justement, on ne va pas pouvoir reproduire à volonté des séquences de messages si on n'a pas la clé de cette cryptographie qui protège les communications. Donc on a enrichi là aussi nos outils de test d'un Cyber Security Manager, comme on l'a appelé, qui est en fait une solution ouverte dans laquelle on va mettre des plugins qu'on développe en collaboration avec chacun des constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, chaque constructeur a sa vision de comment il va fournir les clés donnant accès au réseau de son véhicule, au diagnostic, etc. Et donc, il faut qu'on puisse se connecter au serveur du constructeur avec le rapport, bien sûr, en présentant de bons certificats, pour récupérer ces clés et permettre le test, permettre le data logging, permettre le rejeu de nos séquences de test sur cette architecture automobile ou sur les calculateurs. Donc voilà nos enjeux au niveau industriel, à la fois fournir des briques embarquées et puis les outils qui permettent de mettre en œuvre toutes ces architectures. Voilà, on est maintenant, je pense, à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur Dallaire. Alors, si vous voulez bien reprendre place, et puis on va passer aux questions. J'espère qu'elles vont être nombreuses. Une première question, la plus difficile. Première distance. Ah, merci. Si vous voulez bien vous présenter, et puis c'est votre question. Oui, bonjour, merci. Fabien Germain, je travaille à ING actuellement, dans la partie cybersécurité, plus orienté Smart City, dans le passé, aussi sur les systèmes embarqués dans la LDE. J'avais deux questions. La première, c'est sur le plan des responsabilités en cas d'accident. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est un gros frein à la partie juridique. Donc,
est-ce que je tue la personne qui est à l'intérieur ou est-ce que je tue la personne qui est à l'extérieur? Comment au niveau des logiciels on va décider? Voilà, donc il y a toute cette partie-là qui est importante. Et puis l'autre partie, on voit que vous discutez beaucoup d'attaques logiques, mais au niveau des attaques matérielles, parce que le véhicule est en milieu hostile, accessible par les attaquants directement, comme la carte à puce. Donc qu'est-ce qui est développé aujourd'hui pour résister aussi à ce type d'attaque? Pour la première question, sur les responsabilités civiles, etc., pour le moment, à l'échelle européenne, il y a plein de groupes de travail qui sont lancés pour se pencher sur la question. À l'échelle française aussi. Jusqu'à maintenant, tellement la problématique est complexe qu'on n'a pas de solution avec des textes, etc. C'est un problème qui est en cours d'investigation et d'études pour pouvoir légiférer et définir les droits et les responsabilités de tous les acteurs qu'il y a à l'intérieur de l'écosystème que j'ai montré tout à l'heure en ne montrant pas tous les acteurs qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas que les constructeurs automobiles, il y a tous les autres acteurs de l'écosystème avec lesquels le véhicule va communiquer. Donc ça reste une question qui n'est pas encore tranchée. Pour la deuxième question sur les attaques physiques, il y aura certaines attaques physiques sur lesquelles on ne peut rien faire. À part faire, par exemple, même si je ne parle pas du véhicule, par exemple, je prends le cas des RSU. Les RSU, c'est les unités bord de route avec lesquelles le véhicule va communiquer. Quand il communique avec les RSU, à travers le RSU, on peut avoir des services qui sont fournis par l'opérateur routier, d'accord, pour des services de sécurité routière, etc. Si jamais on vole le RSU, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. C'est une attaque qui est quand même assez... Les attaques physiques sont un peu très dures. La seule solution à faire, c'est faire du monitoring du système, surveiller le système. D'où la problématique de la détection des comportements anormaux. Moi, je considère ça comme étant un comportement anormal qui arrive dans le système, le véhicule ou la communication sur l'interface de communication avec le véhicule. Et nous, dans le cadre de la résilience by design, par exemple, dans l'axe 4, on va se pencher sur la question de la détection des comportements anormaux, aussi bien logiques que physiques, et pouvoir les prévenir, ça veut dire les détecter et prévenir en cas de détection d'un comportement anormal, une solution pour pouvoir l'éradiquer. Oui, pas grand-chose à rajouter. La détection des comportements anormaux, c'est aussi le rôle de l'Intrusion Detection System, qui est en train de voir le jour au sein de l'architecture des voitures, avec la problématique de qu'est-ce qu'on fait quand on a détecté une intrusion. Donc là aussi, le véhicule est communicant, l'idée de remonter ses alertes à des centres de supervision. Par exemple, je pense à Thales qui travaille sur ces sujets-là, sur des offres de centres de supervision de flotte automobile, pour pouvoir après, que les constructeurs détectent une attaque, une vulnérabilité, peut-être la corrigent par des mises à jour derrière, comme on dit, donc à distance. Voilà ce que je peux répondre sur la question. Bonjour, je suis usager d'un véhicule électrique. J'ai vécu le développement des bornes de charge électrique au cours des 4 dernières années. Aujourd'hui, ma borne électrique me dit quand je charge, combien j'ai chargé. Est-ce qu'il y a des normes spécifiques de sécurité pour les bornes de charge électrique? Car lorsque je reçois ma facture, 1 mois ou 2 mois après, j'ai un petit peu perdu la trace de mon parcours. Alors effectivement, c'est le domaine de la communication V2G, donc Vehicle to Grid, est couvert par un standard qui s'appelle l'ISO 15118, qui est en cours de finalisation d'une version 2, donc pour vous dire c'est un standard qui non seulement a été défini mais évolue, et qui définit des services comme le fait de pouvoir authentifier votre véhicule, c'est-à-dire de dire moi je suis tel véhicule, j'ai tel abonnement chez Engie par exemple, donc vous allez pouvoir facturer l'énergie sur tel compte, etc. La deuxième version du standard va au-delà, puisqu'elle prévoit aussi que votre véhicule puisse servir de stockage pour le grid, donc cette fois-ci dans le sens inverse. Et tout ça, c'est accompagné de mécanismes évidemment de protection de ces échanges et des certificats, l'authentification de la sécurité. C'est en train d'évoluer par rapport aux premières bornes où c'était purement liaison électrique avec un petit signal PWM. C'est vraiment en train d'évoluer de manière drastique vers de l'informatique. Merci. Une autre question?
n'hésitez pas. Merci, monsieur Roland. Tous très timides. Christophe Fouret, je suis directeur général de l'ESEP. Ma question est de dire, Jean-Philippe va anticiper, mais vous pourriez éventuellement répondre, mais elle est plus industrielle. Par rapport à ton expérience dans le monde de l'automobile, est-ce que tu constates une accélération sur les aspects de cybersécurité par rapport aux besoins? Parce qu'il y a quand même une relative accélération sur la voiture connectée et sur la voiture autonome. On a parlé de prise de conscience, effectivement, à un moment ou à un autre. Est-ce que tu constates réellement au quotidien une vraie prise de conscience et éventuellement une accélération des projets sur cette thématique-là? L'accélération, je dirais qu'elle a plutôt eu lieu il y a 3 ans. Maintenant, on est dans la phase, on déploie. Mais il n'y a plus ce sujet, ah, c'est un nouveau sujet, on y va, on attaque. Là, maintenant, on est dans la phase de réalisation. Par contre, sur le véhicule autonome et connecté, le A6, comme on dit, autonome, connecté, électrifié et cher, partagé, c'est vraiment en plein boom, à la vitesse grand V, et là on a une réelle accélération des projets. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a des aspects sur lesquels on n'a pas encore de solution et sur lesquels les constructeurs et les acteurs des systèmes de transport intelligent, j'inclus même la Smart City, la ville intelligente, etc. Il y a les aspects, par exemple, de la responsabilité. Et puis il y a la certification des produits de sécurité. Comment on va les certifier? Ça, c'est un grand problème. Parce que les approches de certification ne sont pas encore disponibles actuellement. Il y a la privacy, la protection des données personnelles. C'est vrai qu'on a le RGPD, mais il y a quand même des travaux à faire pour appliquer le RGPD dans le contexte des véhicules connectés. Donc il reste quand même pas mal de problèmes. La gouvernance de la confiance, parce que le véhicule connecté, on doit lui faire confiance quand il envoie ses messages, donc on va s'appuyer sur des architectures, et ce qui est standardisé, c'est d'utiliser des infrastructures qu'on appelle les PKI. Mais il faut qu'il y ait une confiance à l'échelle européenne qui permet l'interopérabilité. Donc la gouvernance à l'échelle européenne pour assurer la confiance dans ces systèmes n'est pas encore prête. Mais il y a les systèmes, il y a les propositions techniques, il y a les modèles, etc. Mais le modèle de gouvernance n'est pas encore là. Donc il reste des questions et l'accélération est sur ces questions-là, pas sur les autres questions technologiques avec le déploiement des solutions. Elle a pris une accélération complète. J'allais dire, est-ce qu'il y a une dernière question? Donc, de Frégate Cagole. Une question toute simple, qui n'a rien de technique. C'est un système au final qui est extrêmement intrusif pour la vie des gens. Comment sont gérées ces données? Elles sont gérées au niveau national, c'est prévu en cours d'analyse. On va collecter des tas de données qui vont être partagées forcément au niveau des industriels, au niveau européen et plus. Je vais parler de système mondial. On va gérer les données qui représentent une espèce d'Internet. Comment Je ne sais pas si je pourrais répondre parce que le domaine de la protection des données personnelles, ce n'est pas mon domaine technique. Mais ce que je peux vous dire comme information basée sur les projets dans lesquels je suis impliquée, Scoop Interconnexion, la question de la protection des données, la remontée des données. Nous, par exemple, dans Scoop, on a été confrontés à cette question. Au niveau de la CNI, on est allé à la CNI parce qu'on doit avoir l'aval de la CNI pour pouvoir remonter les données et accéder à ces informations. Donc la première solution, c'est qu'ils nous disent qu'il faut anonymiser toutes les données. Mais quand même, il y a certaines données qui transitent par différents éléments de l'écosystème. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. On ne peut pas répondre à cette question. Mais elle est sur la table. C'est une des questions aussi qui est sur la table. Je suis plus dans le domaine technique, donc je peux compléter par une réponse technique qui m'avait épaté quand j'ai découvert. C'est pour les communications V2X. Donc on veut à la fois qu'elles soient authentiques, mais qu'elles soient anonymes. Et donc, comment faire pour éviter qu'un véhicule soit tracé au cours du temps sur des longues périodes et qu'on sache que c'est monsieur X qui doit se trouver chez lui, par exemple. En fait, il y a des mécanismes pour changer en permanence de certificat. Donc, il y a des centaines de certificats disponibles et qui sont tirés un peu aléatoirement, qui à la fois sont des certificats authentiques, mais comme on les change tout le temps, on garantit qu'on ne va pas pouvoir tracer le véhicule tout au long d'un trajet. Voilà. Donc c'est pris en compte. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont éventuellement envie d'échanger, il y aura le temps de cocktail à la fin
en fonction des disponibilités de nos intervenants. Merci beaucoup à tous les deux.